Madame, monsieur, bonsoir. C'est dimanche et le dimanche soir sur Téléclub, c'est l'heure de jeu. 1 heure pour revenir sur les meilleurs moments de la 21e journée de Raiffeisen Super League. Tous les buts, toutes les interviews. Et une journée marquée par la joie des Xamaxiens qui viennent saluer le public qui a fait le déplacement du Lexigroom. Un homme a marqué, c'est Rédier. Il a donné la victoire à Xamax et des cheveux blonds à Thorsten Fink. Déception des joueurs de Grasshopper. C'est Xamax donc qui quitte la place de Lanterne Rouge. On va parler de cette 21e journée avec 3 hommes sur ce plateau. Le premier, Sébastien Page, bonsoir. Bonsoir Mathias. Un autre consultant, Loïc Refait pour la rédaction de Téléclub. Bonsoir Loïc. Bonsoir Mathias. Bonsoir. Et puis un troisième homme à saluer, ça fait plaisir de vous recevoir. Genevois, mais défenseur central du FC Thun, Miguel Rodriguez, bonsoir. Bonsoir Mathias. J'imagine que hier soir, à l'issue du match au Kibun Park, l'ambiance dans les vestiaires du FC Thun, ça devait pas être triste. Ah, c'est clair qu'on était très content de cette victoire. C'était l'objectif de gagner là-bas, de remporter les 3 points et de créer ce petit trou entre nous et Zurich et Saint-Gall. Donc on avait à cœur de repartir là-bas avec les 3 points. Ouais, et de venir titiller le FC Bâle. Exactement. Pour cette deuxième place. On va en reparler, on va reparler du match, on va reparler un petit peu de votre carrière, de votre arrivée à Thun. On commence par parler d'un autre club qui vous tient à cœur, puisque vous êtes Genevois et Servettien, vous avez fait vos classes à Servette. On va parler de BRAC Challenge League, Loïc, avec Servette leader, mais qui perd des plumes. Qui perd des plumes, exactement. Et Servette qui devait réagir après un déplacement raté. Une défaite 2-1 à Chiasso la semaine passée. Il fallait absolument réagir face au 4e du championnat, le FC Ville, au stade de Genève. Et Servette n'a pas réussi à faire craquer des Saint-Gallois regroupés en défense autour d'un excellent Kostadinovic que l'on vient de voir ici à la parade. Les Genevois ont par moments produit du jeu qui ont fait leur succès en fin d'année, mais sans se montrer suffisamment précis dans le dernier geste. Aucun but dans cette partie et Servette est tenu en échec à domicile. Sébastien, à l'image du début de saison, donc l'année passée, Servette est en dents de scie avec une défaite, un match nul et une victoire. Est-ce que le jeu d'Alain Gaillère a besoin d'un petit peu de temps pour retrouver son rythme de croisière ? Pas forcément, je pense que c'est souvent une histoire de confiance. Vous le voyez, vous avez vu exactement la même chose à Lausanne. Il y a des périodes, chaque équipe de Challenge League a ses périodes, a ses bonnes et mauvaises périodes. Effectivement, ces 2-3 premiers matchs ne sont pas d'une très bonne période pour Servette, mais je suis sûr qu'ils ont la force de rebondir, sachant exactement ce qui s'est passé en début de championnat, c'est-à-dire que voilà, ils n'ont pas fait un bon début de championnat, mais ils ont parfaitement réussi à revenir en tête du classement. Miguel, on parle de Servette, solide leader de Challenge League. Si tout d'un coup Servette revenait en Super League dans l'élite, est-ce que vous pensez à revêtir une nouvelle fois le maillot grenat ? On vous taquine dès le début. Ouais, c'est sûr qu'un jour j'aimerais bien revêtir ce maillot. Vraiment, parce que c'est mon club de cœur. Je suis né à Genève et j'ai fait presque toute ma classe au Servette FC. Donc c'est vrai qu'un jour j'aimerais porter ce maillot de nouveau. Ça c'est sûr, et je serais très content si ils remontent en Super League, c'est vraiment un honneur. Et de jouer contre eux aussi, après. Porter ce maillot, mais parmi l'élite. Exact. Pour l'instant, ça tient la tête, mais on va voir que Lausanne est sur les talons de Servette. Bah exactement, ce match nul des Genevois pouvait vraiment faire l'affaire des Vaudois qui pouvaient revenir qu'à 4 points du leader du bout du lac, les Lausannois qui ont eu beaucoup de peine pour passer l'épaule. La nouvelle recrue, Anthony Koura, n'est pas parvenu à gagner son duel face à Jans, le portier de Rapperswil. Rapperswil qui se déplaçait hier à la Pontaise. Il a fallu attendre la 84e minute et la montée d'Igor Nganga, le défenseur central, pour que le LS arrache la victoire. Sébastien, contrairement au premier tour face à Kriens et Rapperswil, ce LS parvient à s'extirper de ces matchs compliqués et à passer l'épaule. Il y a un changement d'état d'esprit dans le club vaudois. Vraisemblablement, en tout cas, force est de constater que cela fonctionne en termes de résultats. Peut-être le départ de certains éléments, l'arrivée de certains autres font que justement il y a ces petites cohésions qui font cette différence en termes d'efficacité, de finalisation, ce dernier geste. Et peut-être que ça peut aider pour l'instant Lausanne, mais personnellement, j'ai pas vu le match. Après, il reste à savoir si le fond de jeu est là. Ça, c'est la question qui reste en suspens. Miguel, on peut le voir, il y a des dynamiques très différentes depuis cette reprise entre le LS et puis Servette. Sur le long terme, jusqu'au bout de cette saison, qu'est-ce qui pourrait faire la différence pour vous ? Pour le Servette ? Entre les deux équipes, entre Servette et Lausanne ? Je pense que ce sera le mental.
celui qui veut finir premier pour monter directement ou faire les barrages et avoir un risque de rester en Challenge League. Donc c'est vrai que c'est pas facile, mais je pense que pour moi, le Servette va rester premier. Pour moi, en tout cas, c'est mon avis personnel. Après. Et Servette qui est en tout cas toujours premier. On va tout de suite se plonger dans les résultats et plus tard le classement de cette journée de BRAC Challenge League avec Winterthur qui s'impose largement 3-0 face à Vaduz, le Lausanne Sport 1-0 face à Rapperswil, Schaffhouse qui s'incline face à Kriens, Servette et Ville, on l'a vu, qui se séparent sur un match nul 0-0 et Haro qui s'impose face à Chiasso. Au classement, cela donne Servette toujours en tête après 21 journées, 41 points. Lausanne Sport donc à 4 points. Et puis en queue de classement, Vaduz, Chiasso et Rapperswil, Jona. On revient à la Super League et immédiatement, on va parler d'un match qu'on a beaucoup aimé, Sébastien, hier soir, qu'on a beaucoup aimé regarder, qu'on a beaucoup aimé commenter. C'est votre match contre Saint-Gall, le match du FC Thun. Vous avez déjà revu les images de cette rencontre ? On a regardé avec le coach, parce qu'on a fait la vidéo de ce qui allait pas bien défensivement et pas bien offensivement. Donc j'ai regardé un peu, oui, mais je trouve qu'on a fait une bonne partie de match. C'était un peu compliqué parce qu'on joue à l'extérieur, chez eux, c'est pas facile. On a, comment dire, on a plutôt subi en début voilà, de match. Exactement. On a Après, subi les 20 premières minutes. Ensuite, on est revenu un peu. Le but nous a fait beaucoup de bien. Alors, on va voir tout ça en images et on commente après. On rentre dans cette partie à la 12e minute avec effectivement une grosse occasion. Et vous êtes là dans la défense qui échoue finalement à Sierro. Guillaume Fèvre qui fait du bien sur ce début de match à Thun. Et dans l'enchaînement, il y a une magnifique passe de Glarner pour Sorgic. Sébastien Pache, on voit la différence. Tout de suite, Thun sur une occasion nette. Et bien Thun marque. Voilà, clairement, Thun réaliste dans ce match, franchement, d'une précision assez incroyable, offensivement et défensivement, avec Fèvre tout à l'heure. On voyait effectivement un gardien qui sort parfaitement. Et puis on a vu nous manquer, et puis les joueurs saint-gallois qui se fabriquent un petit peu le 0-2 tout seul après la tête de Stillart. C'est Luschinger qui envoie le ballon sur la tête de son portier Stojanovic. Le 2-0 est bel et bien marqué. Puis le troisième but, c'est un modèle de contre avec Fèvre qui lance Tossetti. On sait que Tossetti et Sorgic se trouvent toujours. On admire le travail et Sorgic finit le travail effectivement en marquant 14e but en tête des buteurs. Là, c'est un modèle de contre. Oui, c'est absolument parfait et c'est de nouveau une centre d'une précision implacable avec un contrôle orienté magnifique de Sorgic et une reprise imparable. C'est splendide comme goal. Et puis, il va y avoir tout de même une réussite saint-galloise dans la toute fin de match, dans les ultimes secondes des arrêts de jeu. Un ballon dévié qui est envoyé par Bakayoko. Bakayoko qui marque son deuxième but sous les couleurs de Saint-Gall. 3-1. Beaucoup de réalisme du côté du FC Thun. Et puis surtout quelque chose d'intéressant, on le soulignait hier durant la partie, c'est que vous changez au milieu de terrain. Ediger, Carlon qui ne sont pas là. Il y a des autres hommes qui arrivent. On a l'impression que dans cette équipe, il y a beaucoup de cohésion et lorsque des joueurs font défaut, eh bien, ils sont remplacés immédiatement. On sait ce qui va se passer, tout le monde connaît son rôle. Oui, c'est clair. Tout le monde va avoir sa place sur le terrain. Donc, s'il y a 2 blessés, c'est clair que ceux qui sont sur le banc, ils peuvent jouer. Donc, ils doivent tout donner pour montrer au coach qu'on est là, quoi. On est présent, même si les titulaires de base ne sont pas là. Les remplaçants font aussi le travail. Et ça, c'est vraiment top pour l'équipe. Parce que le championnat est long, donc on a besoin de tout le monde. Vu de l'extérieur, on a le sentiment que c'est plus que des professionnels et des individualités qui jouent ensemble. On a l'impression que vous vous entendez très bien dans le groupe. Ce groupe, alors ça marche toujours mieux quand on gagne. Mais est-ce que c'est le cas dans le vestiaire à l'entraînement ? Oui, bien sûr, c'est le cas. On s'entend tous vraiment bien. Même si certains, on ne parle pas bien allemand, donc on ne peut pas bien communiquer avec les autres, mais on se comprend tous et franchement, c'est une équipe au top. On est vraiment au top. Alors, on va faire un peu plus connaissance avec vous. On va prendre le temps de savoir qui est Miguel Rodriguez. Avant de commencer de vous poser des questions, on va écouter 2 personnes qui vous côtoient à l'entraînement, à savoir votre entraîneur
mais également votre partenaire en défense centrale, Nicolas Souter. Écoutez ce qu'ils disent sur vous. Wir sind ähnliche Spielertypen und ja, ich habe es gut mit ihm, er ist lustig und ich glaube, das ist auch gut, wenn man dann auf dem Platz steht, dass die Absprache und so gut ist. Und ja, und er ist ein Büffel, so. Er ist richtig aggressiv und das gefällt mir sehr. Hatte eine schwierige Anfangszeit, kam mehr oder weniger verletzt von Servet zu uns, hat ein ganzes Jahr wirklich Probleme gehabt mit seinem Knie. Und jetzt habe ich umso mehr Freude, kann er zeigen, was er kann. Er spielt seit, ich weiß nicht mehr, 10, 11, 12 Spielen, ist der Stammspieler und macht jedes Spiel, das spricht für ihn. Er bringt Ruhe mit, Qualität mit, er hat ein sehr gutes Auge. Und hilft uns dort auch mit seiner Aggressivität und auch mit seiner Persönlichkeit, obwohl er in der deutschen Sprache noch ein bisschen arbeiten darf. Alors Marc Schneider qui vous demande de faire quelques progrès en allemand, c'est sympa, c'est pour l'anecdote. Mais parmi tout ce qui a été dit, parce qu'il y a passablement de choses qui ont été dites dans cette minute à entendre vos coéquipiers, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? Bah, tout m'a fait plaisir, ce que m'a dit le coach et Souter aussi. Je trouve qu'on se ressemble beaucoup dans le jeu. On a des joueurs assez techniques comme centraux. Donc je trouve que moi je m'entends vraiment bien avec lui et j'aime vraiment son style de jeu. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a une bonne cohésion. Il dit que vous êtes un buffle, alors c'est dit de manière sympathique, mais c'est-à-dire que vous n'avez pas peur du contact, vous êtes un joueur rugueux, plutôt sur l'homme, c'est une de vos forces de jouer avec votre physique? Maintenant oui, exactement. Avant, quand j'étais un peu plus jeune, avant la blessure surtout, j'étais pas un joueur, on va dire, agressif, qui allait vraiment au contact. Et depuis ma blessure, ça m'a beaucoup aidé sur cet aspect-là. Donc c'est clair que maintenant, au contact, j'y vais à 100%. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que sur la blessure, vous en avez connu, hein, notamment au niveau du genou, que ce soit avec Servette, puis ça soit au début avec le FC Thun. Et vous dites, avant la blessure, j'allais pas forcément au contact. Vous estimez que c'est parce qu'il y avait une certaine retenue que peut-être les blessures sont survenues? Je sais pas. Dans mon cas, la première blessure que j'ai eue, c'était Regazzoni, qui me tombe sur le genou, donc je peux rien faire, on va dire. Donc c'est pas un problème d'agressivité. Donc voilà, mais après, c'est clair que quand on est blessé, on a beaucoup de temps pour nous. Donc je réfléchis à ce que je peux améliorer dans mon jeu. Donc, et pour moi, c'était ce point-là que je devais progresser, l'agressivité. Donc vous avez fait vos classes à Genève, vous avez été passablement blessé, déjà avec Servette, et puis tout à coup, le génie peut-être d'Andrés Gerber, on le souligne régulièrement sur ce plateau, fait qu'il sait qu'il y a un potentiel chez Miguel Rodriguez, chez vous, il vient vous chercher, et quand vous arrivez du côté de Thun, vous êtes également blessé. Vous dites, j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup cogité, est-ce que vous avez pensé à un certain moment que finalement vous n'arriveriez jamais à vous imposer sur le terrain, jamais à revenir? Il y avait beaucoup de doutes. C'est vrai que c'était très compliqué quand je suis arrivé au FC Thun, avec la blessure du genou. J'ai pensé, ouais, ça va être compliqué. Toute l'année blessé, est-ce que je vais pouvoir revenir à mon niveau? Est-ce que je serai le joueur que j'étais avant, quoi? Donc ça, c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi. Mais j'ai pas lâché, j'ai continué à travailler, et puis aujourd'hui, ça paye. Quel genre de personne êtes-vous en dehors du terrain? Parce que votre coéquipier dit que vous êtes un loustic, c'est-à-dire un petit rigolo, vous êtes plutôt un marrant dans l'existence, ou vous êtes qui? Ouais, je suis un marrant avec les personnes que je connais bien. Après, si je connais pas bien la personne, je suis quelqu'un de réservé, on va dire. Je suis pas trop, enfin, je discute pas trop si je connais pas la personne. Après, dès que je connais, c'est une autre histoire. C'est un autre Miguel qui intervient. Et du côté du FC Thun, vous avez pu quelque part prendre le temps avec cette blessure de vraiment connaître le club et de vous intégrer. Quelque part, avec le recul, est-ce que ça a pu vous aider de n'avoir pas tout de suite à prouver votre valeur en Super League? C'était compliqué la première année parce que j'étais souvent tout seul avec les physios, préparateurs physiques. Donc j'étais jamais avec l'équipe. Donc je ne pouvais pas créer cette cohésion que je voulais avec les joueurs. Donc
j'avais pas trop de connaissances la première année, donc c'était un peu compliqué pour moi et surtout aussi d'apprendre l'allemand, vu que je parlais pas beaucoup avec les autres. Mais ensuite, la deuxième année, dès que je suis revenu sur le terrain, c'était beaucoup plus facile. Je parlais avec tout le monde, donc c'était top. Il y a des techniques de travail assez spécifiques à Thun, que ce soit pour la préparation physique ou même l'aspect très compétitif des entraînements avec beaucoup de petits jeux. Est-ce que ça, c'est un système qui vous a permis de progresser? Vous avez l'impression? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Oui, ça m'a beaucoup fait progresser dans l'aspect, on va dire, vision du jeu. Jouer plus vite aussi, parce que le coach, il veut vraiment qu'on joue vite derrière, 1-2 touches, pas plus. Et c'est vrai que ce côté-là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce côté football. Comparé à Servette, il y a beaucoup de travail en préparation, par exemple. 2 fois par jour d'entraînement. Et à Thun, c'est le contraire. C'est 1 fois par jour. Et c'est beaucoup de football. On ne fait pas beaucoup de muscu en salle de fitness. Et c'est vrai que c'est ce côté-là qui m'a un peu choqué, on va dire. Mais moi, j'aime beaucoup. Sébastien Pache, ce côté joueur, cette volonté de travailler la jouerie et le plaisir quelque part, c'est ce qu'on retrouve en match du côté du FC Thun. Ouais, clairement, c'est quelque chose qu'on voit dans toute l'équipe. On a ce côté vraiment plaisir. On a eu hier l'occasion d'avoir un petit reportage sur leur gardien. On ressent vraiment cette envie, ce plaisir du football que tout le monde peut retrouver lorsque vous êtes sur un terrain. Enfin, je crois que chaque joueur à n'importe quel niveau ressent ce même sentiment-là. Et c'est assez intéressant d'entendre que malgré la compétition et potentiellement les enjeux, notamment l'argent qu'il pourrait y avoir derrière, eh bien, vous avez aussi ce côté plaisir-là, même à haut niveau, même chez les sportifs d'élite. Et je crois que c'est très, très important. Ouais, FC Thun, c'est aussi peut-être par le fait qu'il y a un petit peu moins d'argent qu'ailleurs et qu'on peut miser un peu plus sur le plaisir. Maintenant, ça fait 11 matchs que vous êtes titulaire d'affilée. C'est ce que Marc Schneider disait dans le petit reportage. Il est arrivé, il a apporté son calme, il s'est imposé en tant que titulaire. Là, vous avez profité de prendre la place de Guelmi qui est passé devant vous en 6. C'était pas gagné d'avance, mais c'est un petit peu ça votre marque de fabrique. Vous avez attendu le bon moment, vous êtes arrivé et vous êtes resté. C'était pas facile, c'est vrai qu'en juin, commençait la préparation. J'ai tout de suite vu que ça allait être compliqué parce que manquait de rythme. Et même dans les matchs amicaux, je n'arrivais pas à tenir 90 minutes, donc c'était compliqué. Et le coach n'avait pas cette confiance en moi parce qu'il n'a pas envie de sortir un défenseur central à la 70e, ce qui est tout à fait normal. Donc après, j'ai continué à travailler et j'ai tout fait pour être là, quoi. Et le coach m'a donné ma chance contre Lucerne, mon premier match. Et depuis là, je suis titulaire. Titulaire, au sein de cette défense, il y avait Fakinetti également sur l'aile gauche, Fèvre, un autre roman. Quel type de relation vous avez entre vous, Guillaume et vous, justement, tous les deux? Guillaume, je m'entends très bien. Il m'aide beaucoup parce qu'il parle vraiment beaucoup. Des fois, c'est un peu, on va dire... il est énervant des fois parce qu'il parle pour rien des fois. Mais, il parle français. Oui, il parle français. Mais je lui en veux pas. Il est là pour nous aider et c'est vraiment bien ce qu'il fait. Moi, j'aime beaucoup les gardiens qui parlent beaucoup comme ça. Donc, c'est vraiment top. Et comme a dit Souter juste avant, il nous aide beaucoup et puis c'est pour notre bien. Pendant que vous parliez, on vous a vu sauter à l'entraînement dans les bras de Guillaume Fèvre. C'est vrai que c'est aussi plus facile d'avoir quelqu'un qui parle votre langue et puis qui vous dirige. Nicolas Souter disait oui, on entend notre nom tout le temps pendant 90 minutes. C'est le cas aussi pour vous. C'est le cas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du côté du FC Thun maintenant? Peut-être de marquer une première fois pour vos nouvelles couleurs? J'aimerais bien marquer, oui, ça c'est clair, c'est un objectif. Contre IB, j'aurais pu marquer un but. Donc c'est vrai que c'est un objectif à avoir, mais c'est pas le principal, on va dire. Le principal, c'est de rester dans le top 3 du classement et de jouer la Coupe d'Europe, les qualifications. En termes d'objectifs personnels, on a toujours la volonté d'aller dans les meilleurs clubs, bien sûr. Est-ce que c'est pas un petit peu compliqué de voir IB, le grand rival historique de Thun, être désormais au top? Ça vous aurait peut-être pas arrangé que ce soit Bâle qui reste à ce niveau-là? J'imagine que pour un éventuel transfert, ça peut peser dans la balance. C'est clair que ça peut jouer dans la balance maintenant, c'est vrai, mais pour l'instant, j'y pense pas à ça. Je suis focus sur FC Thun et l'objectif qu'on a jusqu'à la fin de saison. Donc pour l'instant, c'est vraiment ça que j'ai dans la tête et de continuer à gagner les matchs.
C'est ce qu'on vous souhaite en tous les cas. Encore une année de contrat derrière avec Encore une année, oui. Et puis après, on fera les comptes et on verra. Vous restez avec nous sur ce plateau. On est très heureux de faire un peu plus ample connaissance avec vous. N'hésitez pas à intervenir. On va maintenant repartir sur la 21e journée avec une première affiche. Loïc, ça s'est joué hier. Lucerne contre Lugano. Exactement, et Lugano qui est resté sur 8 matchs sans victoire et se déplaçait à Lucerne. Alors forcément, on espérait un bon résultat pour pouvoir se remettre dans le meilleur sens de marche. Et pourtant, ce sont les Lucernois qui vont débuter cette partie sous leur meilleur jour avec cette toute première frappe de Schürpf qui vient heurter la transversale de Noam Baumann. Noam Baumann, excellent hier, qui a vraiment tenu la baraque pour les Tessinois. 32e minute de jeu, Armando Sadiku va inscrire le 1-0 sur un très bon centre de Carlinhos. Premier but de l'Albanais pour sa première titularisation à Lugano depuis son retour en terre tessinoise. On va apprécier le travail de Carlinhos, le coup d'œil, le ballon au deuxième poteau et Sadiku qui fait parler toute sa technique dans la finition. Blessing Eleke, on le voit, le coup de coude. Il avait déjà pris un jaune en début de match. Il réitère son action. Il va prendre un rouge à partir à environ un quart d'heure de la fin du match. Et à ce moment-là, Lucerne va complètement s'effondrer. Sébastien, on a vu ce coup de coude de Blessing Eleke. Il prend un jaune. Est-ce que ça aurait pu être plus grave ? Bien sûr, les images sont inversées. La deuxième image qu'on voit, c'est le premier carton qui intervient après, pas simplement palable dans les 16 mètres, carton jaune. Et le deuxième, on peut considérer que c'est un carton rouge direct, si ça n'a pas été donné, mais ça aurait potentiellement dû être donné. C'est-à-dire qu'il utilise son coude comme une arme, on considère ça dans l'arbitrage. C'est-à-dire vraiment, on voit le geste, et ce geste-là n'est pas accepté. Normalement, c'est carton rouge direct. Alors là, la conséquence est la même, c'est-à-dire il est quand même expulsé du terrain. La suspension ne sera pas la même. C'est le troisième rouge en 3 matchs du côté de Lucerne. Ça dénote une certaine tension dans l'effectif. On a noté cette tension déjà mercredi contre Sion. On note de nouveau cette tension-là lors de ce match. On sent quelque chose qui se passe à l'intérieur de cette équipe de Thun qui n'est pas très claire et qui est assez dangereuse, je trouve, pour eux. Je trouve qu'ils devraient effectivement... cette équipe de Lucerne. De Lucerne, pardon. Retrouver... Lapsus, pardon, pas du tout. Ils devraient retrouver justement cette sérénité qu'il leur manque pour justement... se concentrer sur le football et pas vraiment et calmer un petit peu ses émotions négatives. Et justement, ça va les sortir complètement de leur match. Les Lucernois, 77e minute, Carlinhos décale Guernes sur le côté droit. Il va repiquer au centre face à Sirkovic qui élimine la frappe du gauche au premier poteau. Et c'est 2-0 pour Lugano qui semble avoir pris complètement l'ascendant dans cette partie. Les hommes de Fabio Celestini qui semblent filer vers la victoire. On retrouve ensuite Guernes à la 86e minute. C'est lui qui va s'arracher pour remettre au centre pour Sabatini, enfin au centre plutôt à l'orée des 16 mètres. Salvi qui ne peut rien faire et les Lucernois qui encaissent le 3e but et bouclent une semaine catastrophique avec 3 défaites en 6 jours. En revanche, c'est une victoire absolument bienvenue pour les hommes de Fabio Celestini qui n'avaient plus gagné depuis 8 matchs. Sébastien, c'était une victoire très attendue pour les joueurs de Fabio Celestini. C'était vraiment le coussin de sécurité qu'il leur fallait par rapport à la barre. Oui, clairement, je pense que c'était attendu depuis longtemps au Tessin, même si sur les 8 matchs sans victoire, il avait 4 matchs nuls. Je pense que Fabio Celestini et tout le Tessin respirent un petit peu mieux maintenant. Malgré tout, avec des victoires à 3 points, cela va vite. Maintenant, il y a un petit creux, effectivement, mais rien n'est fait. Donc je pense qu'il va falloir confirmer cette victoire lors des prochaines semaines. On a vu que Lucerne, avant la pause, était plutôt sur une bonne dynamique. Lucerne recommence et rien ne va plus en quelques jours. Là, il y a 3 défaites et puis il y a une mini-crise qui couvre. C'est-à-dire que dans cette Super League, tout peut changer très vite. Ça, c'est clair. C'est 10 équipes, donc tu peux gagner, tu peux être 5e ou perdre et finir 8e. Donc ça va très vite et il faut être constant dans chaque match.
Ouais, c'est ce qui donne aussi un petit peu le sel de cette saison. On va passer à une autre affiche, celle qui opposait aujourd'hui Young Boys à Zurich. Loïc. Exactement, un match ô combien important entre le leader du championnat et l'ancien vainqueur de la Coupe de Suisse, le précédent vainqueur de la Coupe de Suisse, 4e au classement. IB qui doit se relancer après un match nul face à vous, Miguel, face au FC Thun et une défaite en Europa League pour les Zurichois. Il y avait donc nécessité de retrouver une bonne dynamique cet après-midi. On se plonge tout de suite dans cette partie où les Bernois évoluent sans Guillaume O'Haro et Mbabou toujours blessé. 23e minute à Salé va trouver en retrait Benito qui va centrer pour Nsame. On va voir la superbe parade de Brecher, excellente détente horizontale de Brecher, tout à fait à son affaire. C'est lui qui permet à son équipe de maintenir ce score nul et vierge pour l'instant, même s'il faut bien le dire, c'est une partie très intense, mais on ne voit pas énormément d'action jusqu'ici. La réponse zurichoise arrive dans la minute avec Sertic au coup franc. Marquezano qui reprend de la tête, c'est dévié par le dos de Nsame et heureusement Von Balmos peut également briller dans cette rencontre. Il n'y a pas que Brecher, on apprécie la claquette. 33e minute, Marquezano va se retrouver face à Von Balmos. Après, je dirais, un petit moment d'égarement de la défense centrale d'IB. Marquezano qui s'enfonce là-dedans comme dans du beurre. Heureusement, Von Balmos est à la parade, très réactif. Il sort très rapidement dans les pieds du milieu de terrain zurichois. Intervention salvatrice du portier pour maintenir ce score vierge à la mi-temps. Et là, on va assister à un tout autre match. 48e minute, corner botté par Chic et tête de Fasnacht. On joue depuis 3 minutes dans cette deuxième mi-temps et on a bien l'impression que IB est revenu avec d'autres ambitions et prend clairement la main sur ce match. 9e but de la saison pour Fasnacht. IB qui va commencer à dérouler avec cette récupération devant les 16 mètres de Von Bergen. Kelifi qui réclame la faute, mais qu'importe. Assalé peut lancer en profondeur. Nsame qui voit au deuxième poteau Ngamale, très en vue aujourd'hui, mais qui a manqué un petit peu de réussite. Heureusement, il marque sur cette action. 7e but cette saison pour Nicolas Moumi Ngamale. IB a clairement pris le dessus et a plié ce match en l'espace d'une dizaine de minutes. Sébastien, cette capacité à plier le match en 10 minutes de la part de Young Boys. Impossible à suivre les Bernois quand ils accélèrent. Visiblement, ce n'est pas le cas. On le voit à l'image de cette dernière action. La capacité de Young Boys de passer d'une partie du terrain à l'autre d'une vitesse en déplacement, c'est assez incroyable. Et ils sont inarrêtables quand ils sont comme ça. Zurich tentera qu'une seule frappe dans cette deuxième mi-temps à la 70e minute. Ensuite, IB continuera sa pression avec une nouvelle fois Ngamale qui reprend un centre de Chic. Mais la parade de Brecher, score final 2-0 pour IB. Logique tout à fait respectée au vu de la deuxième mi-temps. Et on va écouter à l'interview un joueur de Zurich, c'est Grégory Sertic qui répond à nos questions. Grégory, une première dans ce championnat suisse. Déjà, à titre personnel, vous l'avez vécu comment? Personnellement, allez, je vais dire un bon match. Je trouve que je ne vais pas trop parler de moi, je vais juste parler de l'équipe aujourd'hui, c'est plus important. Très bonne première mi-temps. Ouais, une première mi-temps aboutie même sur la pelouse du leader. Exactement, première mi-temps aboutie, on a eu les occasions de marquer. On ne l'a pas fait. Et en seconde mi-temps, je trouve qu'on est mal rentré. Mal rentré dans cette seconde mi-temps, on a dit que les coups de pied arrêtés très importants. On prend directement un corner. Voilà, c'est des petites erreurs de jeunesse qu'il faudra gommer à l'avenir. Mais il faut garder le positif, il faut garder cette première mi-temps qui a été très bonne pour moi et à mon goût. Il faut conclure plus nos actions et je pense qu'on va faire une bonne fin de championnat. Alors on revient quand même à titre personnel parce que vous n'avez pas joué beaucoup ces derniers mois. Vous êtes à quel degré de préparation, à quel niveau? C'était dur, je pensais faire 60-70 minutes. Après, il y a eu un blessé, donc j'ai dû rester. Bon, après, vous savez, moi, je me bats pour mon équipe. Après, s'il faut rester plus longtemps, je resterai. Mais je suis content que physiquement, j'ai tenu. J'ai pas eu de soucis physiques, donc c'est très important pour moi. Et voilà, maintenant, je vais tout donner pour Zurich. Ouais, le Marseillais Grégory Sertic qui a joué longtemps au Girona de Bordeaux, un club qui est cher à votre cœur et qui vient donc de jouer sa première partie du côté de Zurich en perdant face à IB, Young Boys, le rival cantonal et évidemment, vous l'avez tenu en échec la semaine dernière, 1-1. C'est vraiment une grosse équipe à jouer IB cette saison. Les points d'avance, ils vont au titre. Et pour moi, c'est l'équipe la plus compliquée du championnat. C'est celle où, on va dire, on souffre le plus défensivement. Parce qu'ils ont vraiment une attaque
vraiment forte avec Nsame, Oaro, Assalé, ça va très vite. Et c'est puissant aussi, donc c'est vrai que c'est pas facile de défendre sur eux. Mais on a fait un très bon match à la maison contre eux et on était très contents de ce match. Juste aller défendre sur Oaro, ça fait peur quand même. Ah, c'est pas facile, hein. Je sais pas combien il fait, 2 mètres presque. Donc c'est vrai que duel de la tête, on va plus prendre la profondeur pour la déviation que d'aller au duel contre lui. Ouais. Et c'est pour l'instant Sorgic qui le bat au classement des buteurs avec ses 2 buts. Oaro qui reste 2e et qui est blessé pour l'instant. On va parler du choc des mal classés, messieurs, qu'on a suivi aujourd'hui avec Grasshopper qui recevait Xamax. Très bon résultat des Xamaxiens. On replonge dans cette partie, 12e minute, la toute première action. Elle est Xamaxienne, des Xamaxiens qui ont en quelque sorte un peu posé le bus aujourd'hui au Letzigrund et qui partent en contre avec Nuzzolo là, qui peut mettre sur Ademi. C'est une première occasion. On se dit que peut-être Xamax a choisi, Sébastien, la bonne tactique. On se posait effectivement des questions sur la tactique mise en place contre Grasshopper, qui n'est pas quand même l'équipe la plus forte du championnat, mais cette première action parle en la faveur de Xamax. Et puis cette nouvelle action va définitivement nous laisser penser que Stéphane Anchaud avait vu juste en voulant procéder par contre, même si ce n'est pas toujours très beau, avec Nuzzolo qui s'échappe côté droit et qui va finir par laisser à Seredier. Premier but de Seredier sous ses nouvelles couleurs, 2e but de la saison. Il avait marqué avec balle. Précieux ce Seredier depuis son arrivée à Xamax. Ouais, clairement, c'est la pièce maîtresse actuellement avec Nuzzolo de l'équipe de Xamax. Mais au-delà de ça, ce qu'on peut remarquer sur cette action, c'est la passivité complète de l'équipe, presque, en tout cas des 2 secteurs défensifs, les milieux de terrain et les défenseurs de Getse, qui laissent complètement le champ libre à Nuzzolo pour aller se balader dans les 16 mètres depuis son milieu de terrain, ce qui est, à mon avis, à ce niveau-là, pas tellement acceptable. Et ils en payent clairement les conséquences. Ouais, beaucoup de passivité du côté de Grasshopper. Grasshopper qui va essayer tout de même de réagir. Il va y avoir une belle action encore. C'est en première mi-temps avec une possibilité offerte à Djuricine. Djuricine qui a quasiment la seule action. Ouais, il a la tête dans les mains parce qu'il sait qu'il a manqué gros. Mais sur cette action, il y avait, semble-t-il, hors-jeu tout de même. Pour moi, il y a hors-jeu, mais au-delà de ça, peu importe. L'arbitre assistant ne lève pas son drapeau. Donc, tant qu'il n'a pas levé, il n'y a pas hors-jeu. Il faut aller jusqu'au bout et la mettre au fond. Après, vous regardez le résultat. Et il va y avoir à l'heure de jeu la meilleure occasion pour Grasshopper. Une récupération qui n'a l'air de rien au milieu du terrain. Puis Bolthauser qui se dit que puisqu'on n'arrive pas à s'approcher des buts de Walter, on va tenter sa chance de loin. Walter est précis, mais ce shoot aura l'effet de réveiller quelque peu Grasshopper qui va essayer de mettre du rythme sans véritablement y arriver. Et en fin de partie, il va y avoir ce qu'on croit être le second but de Neuchâtel Xamax avec toujours Seredier. Seredier qui allume encore une fois le retour de Linder et puis Ademi là qui fait preuve de naïveté en étant très mal placé. C'est dommage, je crois que c'est plutôt un problème presque de concentration. On le voit un petit peu passif, remonter gentiment, au lieu de suivre son défenseur central et de s'aligner avec lui. Et voilà, c'est un petit peu bête. Heureusement, il n'y a pas de conséquences pour Neuchâtel aujourd'hui sur cette erreur-là, mais c'est ce genre de petits détails qui, pour Neuchâtel, peut être très important. Ouais, ce genre de petits détails qui, pour une fois, n'a pas parlé en défaveur des Xamaxiens qui quittent la place de Lanterne Rouge, sûrement pour la joie du buteur maison, Raphaël Nuzzolo, à l'interview. Raphaël Nuzzolo, il y a une expression qui dit l'important, c'est les 3 points. On a l'impression qu'on n'a jamais aussi bien porté son nom qu'aujourd'hui. Bah, c'est sûr, quand on est dernier, ça faisait 4 mois qu'on ne gagnait plus. On gagne déjà chez nous à la maison contre Lucerne dans un match important. On vient jouer chez l'avant-dernier, on gagne chez eux. Donc c'est sûr que c'est important. Maintenant, on sait d'où on vient. On ne va pas non plus maintenant chanter dans les vestiaires. Mais voilà, je pense que le travail est accompli. On travaille dans la bonne direction, même si ça ne garantit rien pour l'avenir. Mais il y a du mieux, on est solidaires. En tout cas, je vois des choses qui tendent à dire qu'il y a de l'espoir, en tout cas pour cette saison. Et puis que si on continue comme ça, ce qui est la chose la plus difficile au football, toujours week-end après week-end de refaire les mêmes efforts, on peut arriver à quelque chose de bien cette saison. Ça garantit rien, mais est-ce qu'une victoire pareille contre un adversaire direct peut être un tournant dans la saison de Xamax? Non, pas un tournant, parce qu'aujourd'hui on savait peut-être on allait faire match nul, ça ne changeait pas grand-chose. On perdait, on était à la même place que le week-end d'avant, mais c'est sûr que contre Getse on avait déjà perdu assez de points, on avait perdu les 2 premiers matchs de la saison. On s'était dit aussi juste avant le match, les gars, 9 points contre Getse,
ça aurait fait trop. Donc voilà, on est juste content d'avoir pu prouver une deuxième fois de suite qu'on a le niveau de la Super League et puis essayer jusqu'au bout de se battre pour rester dans cette ligue qui nous tient à cœur. On sent du soulagement dans la voix de Raphaël Nuzzolo, dans cette confrontation Grasshopper, Xamax, Grasshopper. Vous voyez quand même une des deux équipes avec un fond de jeu un peu meilleur? Pour moi, le Neuchâtel est, je pense, supérieur au GETC cette année. Ils ont un meilleur jeu, ils jouent mieux au ballon. Après, c'est vrai que leur problème, c'était plutôt défensif. Ils prenaient peut-être trop de buts, peut-être trop fébriles, on va dire. Mais offensivement, ils ont vraiment des joueurs de qualité. Oui, on voit que Stéphane Anchaud est venu avec cette défense à 5 pour vraiment bétonner derrière. On va entendre un défenseur, mais il est du côté de Grasshopper, c'est Anthony Goltzer. Anthony Goltzer, Grasshopper et Lanterne Rouge, encore une après-midi difficile pour votre équipe. Oui, c'est une après-midi très difficile. On perd le match contre le dernier, ce qui nous rend dernier. C'est un match où on aurait pu faire mieux, je pense, au résultat. On se procure beaucoup d'occasions, on n'arrive jamais à les finir. Il va falloir qu'on travaille sur ça pour se remettre dedans pour les prochaines semaines. On vous a trouvé globalement en tant qu'équipe pas très inspiré, pas de changement de rythme, pas d'accélération. Vous qui découvrez cette équipe, à quel point elle est malade? Non, on ne va pas dire qu'elle est malade, c'est que c'est une période comme ça. On va s'en sortir, j'en suis sûr, j'en suis convaincu. On va tout faire pour prouver aux supporters qu'on mérite mieux. Qu'est-ce qu'il faut faire mieux très rapidement pour Grasshopper? Oui, très rapidement, c'est important. Étant donné qu'on est dernier, devant nous, ça commence à prendre un peu de distance. Il va falloir gagner les matchs tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour y parvenir? Je n'ai pas la réponse. On va débriefer le match avec le coach et on va voir ce qu'il faut faire de plus. Anthony Goltzer, qui est une des recrues du mercato d'hiver de Grasshopper. Une autre de ces recrues est plus connue du côté des Sauterelles, c'est Yorick Ravet, un ancien de la maison. Il est venu pour essayer de sauver cette maison Grasshopper qui est quelque peu en feu. 3 ans après son départ pour IB et la Bundesliga, le milieu offensif français est prêt à relever plusieurs défis. Il a répondu aux questions de Sébastien Clément. Parti de GETC en janvier 2016, alors que le club était au sommet de la Raiffeisen Super League avec une 2e place, Yorick Ravet retrouve le club zurichois dans une lutte périlleuse contre la relégation. Pour le milieu français, la situation du club a changé, mais pas seulement. L'équipe est très jeune. Quand je suis arrivé ici, j'ai fait wow, j'ai pris un coup de vieux. J'ai jamais été, on va dire, presque le plus vieux dans une équipe. Donc à 29 ans, c'est presque, ça fait. Ouais, tu prends un coup de vieux quand tu as 29 ans, tu es le plus vieux de l'équipe. Ouais, donc, non, c'est une bonne expérience aussi, c'est bien. Puis essayer d'apporter ce que je sais faire, un peu mon expérience aux plus jeunes pour que justement on arrive à se sortir de cette situation délicate. Ce retour chez les Sauterelles, 3 ans après, n'est-il pas un bond en arrière dans sa progression? Non, pas en arrière, puisque je suis prêté que 4 mois. Donc. Après, je retournerai à Freiburg, mais non, c'était surtout avoir du temps de jeu et puis reprendre du plaisir, jouer, surtout de retrouver ses repères sur le terrain, trouver ce feeling que seulement les matchs peuvent apporter. Il est vrai que jusqu'à présent, l'ancien joueur de Lausanne a connu un passage difficile en Bundesliga, où il n'a joué que 14 matchs avec Freiburg, dont seulement 3 dans leur totalité. J'ai pris un carton rouge dès le premier match. C'était un peu compliqué. Après, je suis revenu dans l'équipe. On a joué. J'ai joué. On a gagné. Donc, ça, c'était super. Puis, deuxième partie de saison, j'ai eu pas mal de blessures. Donc, c'était un peu une saison un peu mitigée. Mais après, ça fait partie de l'expérience à emmagasiner en tant que footballeur. Donc, voilà, je prends ça plus comme une leçon de vie, comme une leçon qu'autre chose. Voilà, ça me permettra pour la suite de ma carrière de savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire. Meilleur passeur lors de ses 2 dernières saisons en Raiffeisen Super League, le milieu de 29 ans aura fort à faire pour aider la pire attaque du championnat. Il faut trouver des automatismes, il faut trouver des liens dans les lignes,
ça se construit, ça ne vient pas du jour au lendemain, ça se construit. Donc le plus vite sera le mieux, surtout dans notre situation. Mais ouais, faut travailler, essayer de trouver les automatismes avec les partenaires pour que justement le week-end, ce soit plus facile et qu'on arrive à marquer des buts, parce qu'il n'y a qu'en marquant des buts que tu gagnes des matchs. Avec 36 buts et 54 passes décisives lors de son premier passage en Suisse, Yorik Ravet sera peut-être le sauveur attendu du côté de Getse. Yorik Ravet qui est prêté jusqu'à la fin de la saison par Freiburg. Il était titulaire à Young Boys. La Bundesliga, il le dit, c'est pas évident de s'imposer. Vous êtes tenté par un championnat étranger comme ça Bien sûr, je suis tenté, bien sûr. J'ai d'ailleurs mon ami Denis Zakaria, qui est au Borussia et qui est très content. Et j'ai beaucoup parlé avec lui sur ce championnat et il m'a dit que du bien. Et c'est vrai que c'est un objectif pour nous d'aller dans les 5 plus grands championnats d'Europe. Il vous appelle, il vous dit allez, viens au Borussia. Non, ça se passe pas comme ça, mais j'espère un jour, oui, aller jouer dans un de ces championnats. Et l'Allemagne plus que le Portugal, puisqu'on sait que vous avez aussi des origines portugaises. Je pense que mon cœur serait plus aller au Portugal. Au Benfica. Exact. Très bien, c'est ce qu'on vous souhaite, évidemment. On va passer à la dernière affiche de cette 21e journée, Loïc, avec un match où il s'est passé passablement de choses. C'était à Bâle, c'est Sion qui jouait et ça réagit fort un petit peu partout sur la planète football suisse. Je pense qu'on va en discuter, en tout cas durant les prochains jours ou même ce soir sur les réseaux sociaux. On sait toujours que les déplacements du FC Sion à Bâle sont toujours très compliqués. Ils n'ont pas gagné depuis le 2 août 1997 et on risque de se rappeler de ce match-là. On se plonge tout de suite au parc Saint-Jacques à la demi-heure de jeu avec, on va le voir, une première bonderie du FC Sion. Il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous là dans ce début de match et c'est Leniani qui prend sa chance. Après une bonne passe d'Adrian, c'est la toute première frappe cadrée, qui aurait pu être cadrée en tout cas. On est à la demi-heure de jeu. Mais on va assister ensuite au tournant du match avec ce long ballon, la sortie de Fickencher qui touche le ballon, et puis Kevin Buak qui est au sol. Alors, on a la chance d'avoir un expert. Sébastien Pache, faute ou pas faute ? Écoutez, c'est intéressant de voir le ralenti de cette séquence. On voit effectivement qu'il touche bien le ballon avant, mais ce n'est pas forcément un critère. La manière de sortir de Kevin Fickencher est assez particulière dans ce cas-là. C'est étonnant de la part du gardien. D'ailleurs, il sort les pieds en avant et il prend un risque. Il prend le risque vraiment de toucher son adversaire après avoir touché le ballon et potentiellement de lui faire mal. Et c'est ça que sanctionne l'arbitre. Et c'est comme ça que M. Bierry a sanctionné. Alors, le monde du football et tous les footballeurs ou consultants ou autres vont vous dire oui, mais puisqu'il touche le ballon avant, il n'y a jamais pénalty. C'est pas vrai. S'il lui casse les deux pieds ici, il y a quand même pénalty. Alors, oui, c'est litigieux. Oui, c'est une zone grise. Oui, c'est sévère, voire très sévère. Mais on ne peut pas dire qu'on ne peut pas siffler pénalty sur cette séquence-là. En tout cas, c'est pénalty. Miguel, est-ce que vous criez à l'injustice si vous êtes en défense à ce moment-là ? L'injustice, non, mais c'est vrai qu'en temps réel, c'est compliqué de siffler pénalty sur ça. Mais en revoyant le replay, c'est vrai que l'arbitre peut siffler. Et pour moi, il y a pénalty en voyant le replay. Alors, en temps réel, j'aurais pas sifflé. On apprécie, en tout cas, on se mouille du côté de Miguel Rodriguez. On se plonge tout de suite, bien sûr, sur ce penalty avec la transformation ou pas. C'est Luca Tsufi qui s'y colle et qui bat Kevin Fickencher. Fickencher qui était parti du bon côté. Luca Tsufi, 5e but cette saison et le FC Bâle qui prend l'avantage sur Sion 1-0. C'est ce qui provoque une colère gigantesque de Christian Constantin qui est allé voir Monsieur Bierry. Le FC Bâle va revenir de la mi-temps avec quelques minutes de retard. Est-ce qu'on a temporisé? Est-ce qu'on a menacé de ne pas revenir sur le terrain? Bien sûr, toujours très difficile à savoir, mais un comportement comme ça, Christian Constantin qui va voir M. Bierry, est-ce que ça peut avoir une influence sur la suite du match? Est-ce que c'est normal?
c'est pas vraiment normal, mais enfin, il a le droit de réagir s'il a envie de réagir. C'est son droit, ça, il a le droit de le faire. Influencer, ça m'étonnerait. Normalement, on n'influence pas un arbitre aussi facilement que ça. Ceci dit, ce qu'il faut comprendre là derrière, c'est qu'il y a une sorte de passif entre le FC Bâle et le FC Sion, particulièrement à Bâle. Et au fait, cette séquence illustre un petit peu ce passif. Et il y a toute l'émotion qu'il y a derrière qui ressurgit et qui ressort. Mais si vous enlevez cette émotion et cet historique qu'il y a entre les deux clubs, c'est une scène comme on en voit assez souvent, y compris en faveur du FC Sion, notamment mercredi passé, où il y a un penalty litigieux contre Lucerne et qui a été cette fois-ci sifflé en la faveur du FC Sion. Donc voilà. Je remets juste un tout petit peu le cadre. On va continuer dans cette partie où il faut le préciser. L'essai du Noir a été organisé en 4-4-2 avec un milieu au logeon. Ça avait bien tenu jusqu'à ce penalty. Et ensuite, ça va se compliquer pour l'essai du Noir avec la bonne remise de Von Zwickel pour Buat qui tombe sur Fickencher. On reste à 1-0. On sent difficilement le FC Sion capable de réellement aller inquiéter le FC Bâle. Alors on effectue des changements. Koukeli qui faisait son retour sort. Song et Masseras également pour faire entrer Uldrikis, JT et Morgado. Mais il n'y avait rien à faire. C'est quand même le FC Bâle qui continue de se montrer le plus dangereux avec Buat qui réussit un grand pont et il faut la parade de Fickencher au premier poteau. On avait peut-être anticipé un tout petit peu la remise au centre du côté de Kevin Fickencher, mais on reste solide. Et cette main gauche qui vient garder cet avantage de 1-0 pour le FC Bâle. Ma foi, le FC Sion, après un match nul et une victoire, renoue avec la défaite malheureusement, mais cet après-midi, c'était très compliqué de pouvoir bouger le bloc bâlois. Eh bien, on va écouter tout simplement le héros malheureux de cette action de juste avant la mi-temps, le portier sédunois Kevin Fickencher. Kevin Fickencher, le FC Sion n'a pas pu obtenir un troisième succès, ou plutôt un troisième match sans défaite aujourd'hui, dû à un coup du sort. Pourtant, le FC Sion a fait jeu égal avec le FC Bâle. Oui, on avait une bonne équipe de Sion. Je pense que la plupart du temps, on a maîtrisé le match et de repartir avec 0 points, ça fait mal. C'est aussi néfaste pour dans 10 jours, puisqu'il y a la coupe et il y a le même adversaire. Non, mais dans 10 jours, il y aura la VAR, sauf erreur. Donc je pense qu'il y en a qui en auront bien besoin. Donc voilà, ça sera un tout autre match, ça sera la coupe, ça ne sera pas championnat. Il n'y avait pas faute, ça veut dire, sur l'action litigieuse du penalty pour vous? Non, je pense que je prends le ballon clairement en premier. Après, il y a contact, bien sûr, mais parce qu'on arrive les deux en vitesse. Je ne suis pas un fantôme, je ne peux pas traverser son corps. Donc pour moi, il n'y avait pas penalty, non. Il devrait y avoir la VAR en Coupe de Suisse, c'est ça? Oui, sauf erreur, oui, effectivement. Je crois qu'en demi-finale de Coupe de Suisse, la VAR va être intégrée pour aller en phase de test pour la future saison. Oui, pour la future saison, mais là, pas sûr que sur cette action, elle aurait... Je doute que le VAR corrige la décision liée notamment au ralenti, honnêtement. Le VAR corrigerait une décision si la situation était clairement fausse, ce qui, selon mon avis, et je peux comprendre qu'on ne partage pas mon avis, n'est pas le cas ici. Ouais, on va entendre l'autre protagoniste de cette scène qui va encore faire couler beaucoup d'encre. Un autre Kevin, c'est Kevin Buat. Kevin Buat, 4e victoire en 5 matchs pour vous. Score logique pour vous? Ouais, je pense qu'au vu de la partie, les 3 points sont mérités. Ils se sont pas créés autant d'occasions sérieuses que ça. Nous, on en a eu pas mal. On aurait pu marquer ce deuxième but en deuxième mi-temps qui nous aurait un peu mis à l'abri. Mais ouais, c'était une bonne sensation aujourd'hui. Et puis on repart avec les 3 points. Vous êtes directement impliqué sur la faute qui a donné ensuite le penalty et le seul but du match. Votre avis sur cette faute? Ouais, c'est difficile à dire. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai pas simulé ou quelque chose. C'est vraiment un duel. Après, voilà, l'arbitre, il a décidé que c'était penalty. On doit la respecter et puis c'est tant mieux pour nous aujourd'hui. Bâle et Sion qui vont se retrouver en Coupe de Suisse. On va récapituler les résultats de cette 21e journée et les incidences au classement. Exactement, avec beaucoup de buts ce week-end. On se replonge tout de suite dans le tableau avec Saint-Gall qui s'incline face au FC Thun 3-1 à domicile. Lucerne également qui s'incline à domicile face à Lugano. Getse face à Xamax dans cette lutte contre la relégation. Le FC Bâle, on l'a vu, qui s'impose 1-0 face à Sion avec ce pénalty très discuté, et Young Boys qui déroule en deuxième mi-temps face à Zurich 2-0.
Au classement, Young Boys toujours solide leader, talonné par le FC Bâle et Thun séparé de 2 points. Ça promet d'ici quelques semaines puisque les 2 équipes vont se rencontrer. Ensuite, on a un petit package avec Zurich, Saint-Gall, Sion et Lucerne. Lugano qui s'est donné un tout petit peu d'air par rapport à la barre. Et la grande nouvelle du week-end, Xamax qui quitte la lanterne rouge à 19 points pour la laisser à Getse, 17 points. On va évoquer les affiches de la prochaine journée avec Xamax qui reçoit Bâle, Sion qui jouera chez lui face à Saint-Gall, Lugano, Young Boys, Zurich, Lucerne et votre FC Thun qui reçoit Grasshopper. Miguel, les supporters xamaxiens vous écoutent, vous allez tout donner face à Getse? C'est sûr qu'on va tout donner. On est à domicile devant nos supporters, donc on a à cœur de remporter ce match. Ça, c'est un objectif. Après, il ne faut pas se dire que c'est les derniers et que ça va être un match facile, parce que tous les matchs sont compliqués en Super League. Donc, c'est clair que nous, on va continuer notre chemin et on va tout donner. Très bien, toujours dans cette perspective d'accrocher, pourquoi pas, cette 2e place du championnat. On va regarder notre sélection foot, ce que vous pouvez voir sur Téléclub. Ce soir, le studio à venir avec le plus précis des barbus, Daniel Romano, et ses invités pour le match Naples-Turin. Il y aura également Rome-Bologne et puis la Bundesliga. Et puis, bien évidemment, dans la semaine à venir, les matchs de Ligue des Champions qui seront à suivre sur Téléclub. La Ligue des Champions, c'est quelque chose que vous suivez, j'imagine, forcément en tant que fan de foot. Bien sûr, bien sûr. Je suis chaque mardi, chaque mercredi. Dès qu'il y a la Champions, je suis devant la télé. Donc je regarde tous les matchs. Enfin, j'essaye, si je peux, de regarder les matchs. Donc, question facile, qui va la gagner? Qui va la gagner? Je pense City. Manchester City, c'est votre favori? Je pense. La profondeur de banc de City qui va parler. On va voir aussi pour le championnat d'Angleterre. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous, Miguel Rodriguez. Merci Sébastien Pache d'avoir passé le week-end à mes côtés. On recommence bientôt. Merci à vous Loïc Refait. Avec grand plaisir. À bientôt également. Merci aux équipes techniques de nous avoir supportés tout le week-end. Merci d'avoir suivi tous ces matchs sur Téléclub. Prochain studio, c'est le Calcio italien. Restez sur Téléclub. À bientôt. Bonsoir. Bye bye. Ciao.